13h à Conakry, bonsoir à tous. Je vous donne l'information. Ouverture en Côte d'Ivoire des travaux de la 13e édition du CGSI Académie 2025. Plus de 2000 participants échangent autour de la problématique liée à la dynamisation des économies africaines. De l'autre côté, nous parlerons aussi de l'après-l'indépendance de la Guinée avec l'apport des intellectuels, le soutien des étrangers dans le domaine de l'éducation. Et enfin, nous irons à Israël pour parler de la présence des chrétiens évangéliques sur la Terre Sainte avec notre envoyé spécial David Yomboulou. Bonsoir à tous, direction Espagne à Barcelone pour parler du lancement du Forum mondial sur la culture. Ce sommet international est une occasion de réfléchir et de proposer des solutions aux questions d'importance mondiale. La paix, l'éducation, la connaissance, les droits de l'homme et la diversité culturelle ont été au centre de cette rencontre. La Guinée est représentée à ce rendez-vous culturel universel par une forte délégation du ministère de la Culture et de l'Artisanat dirigée par le ministre Moïse Sylla. Suivez ce reportage de Mohamed Souma et de Amadou Touré. Après Mexico en 2022, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO a choisi Barcelone en Espagne pour la tenue de la conférence mondiale sur les politiques culturelles et le développement durable dans la culture. Pour sa part, la République de Guinée a souscrit à deux thématiques majeures, culture et éducation, et également la culture comme vecteur de paix. Nous avons à ce niveau une communication à porter au nom de la vision du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui a très tôt compris que l'éducation et la culture pouvaient jouer un rôle majeur dans la formation non seulement des esprits, mais aussi dans le renforcement de l'appartenance à l'édifice national. Au-delà de la délégation ministérielle, nombreux promoteurs culturels ont répondu à l'appel de l'UNESCO pour défendre la candidature de la Guinée, faisant de la capitale guinéenne la première ville francophone créative de l'institution. Les réalisations faites en Guinée sur le plan culturel, les ambitions de la Guinée, mais surtout vraiment faire en sorte que notre candidature puisse porter et qu'enfin Conakry puisse devenir la première ville francophone, ville créative de l'UNESCO. Avant le passage du chef de la délégation guinéenne à ce sommet de Barcelone pour son discours demain, le ministre Moussa Moïse Sylla a eu, en marge de cette ouverture des travaux, des entretiens avec les délégations venues du Mali, de l'Inde et de l'Azerbaïdjan dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre ces trois pays et la Guinée dans le domaine culturel et artistique. Loin de l'Espagne, je le disais en titre, en Côte d'Ivoire, lancement des travaux de la 13e édition de la CGSI Académie 2025. Plus de 2000 participants et dirigeants d'entreprises, autorités politiques, jeunes entrepreneurs et experts échangent autour de la problématique liée à la dynamisation des économies africaines. Suivez ce compte-rendu de Falilou Diallo. Aquaba, le symbole est fort pour accueillir la plus grande plateforme panafricaine d'échange entre hommes d'affaires du continent. Cette 13e édition est placée sous le thème de la souveraineté économique, le temps de l'action. Au fil des années, la CGSI Académie est devenue un rendez-vous de référence pour la promotion de l'entrepreneuriat, le développement industriel et le renforcement du dialogue public-privé sur le continent. Nous avons besoin fondamentalement de notre politique. Car pour avoir la souveraineté économique, il faudrait que on se repose fondamentalement sur les entreprises. Mais pour que ces entreprises puissent œuvrer, il faut qu'il y ait la volonté politique de créer le cadre nécessaire en termes de réforme pour permettre aux entreprises d'évoluer sereinement afin d'aider l'État à créer de l'emploi et de la richesse dans nos différents pays. À travers la Confédération générale des entreprises de Guinée, notre pays a pris une part active aux travaux.
L'événement réunit chaque année plus de 2000 participants et dirigeants d'entreprises, autorités politiques, jeunes entrepreneurs, experts nationaux et internationaux autour de la problématique liée à la dynamisation des économies africaines. D'accompagner le secteur privé, en même temps appuyer dans le cadre de formation de jeunes pour la valorisation du contenu local et en même temps valoriser un peu les transformations de matières premières à produits finis. Il y a des représentants de Guinéens qui sont là, c'est de tirer les leçons de ce qui se passe ici dans les pays voisins. C'est le royaume chérifien qui aura cette 13e édition. Une édition présidée par le Premier ministre ivoirien Robert Begremambé. Pendant 2 jours, des panels et autres rencontres B2B seront organisés pour repositionner les pays africains comme des acteurs clés de leur propre développement. On change de décor ici en Guinée. Nous sommes dans la semaine de l'indépendance. Le nom historique de la Guinée a eu des répercussions sur les autres pays africains. Le choix assumé des Guinéens a suscité de nombreuses réactions. Plusieurs peuples de la sous-région ont alors exigé leur liberté. Comment tout cela s'est passé? Élément de réponse avec notre équipe de reportage qui a rencontré des témoins des faits, Alpha Isiagaba et Alseni Kamara. On vous écoute. Vendredi 29 septembre 1958, 24 heures après le nom historique, le ciel ne s'était pas abattu sur Conakry. Ahmed Sékou Touré et ses compagnons ont tenu bon face aux restrictions imposées par l'administration coloniale à l'époque et l'agent entaché condamnant. Aujourd'hui, ce fidèle compagnon de la lutte pour l'indépendance exprime avec fierté l'audace de la Guinée à assumer sa souveraineté. Le lendemain, c'était la fête parce que nous avons gagné. C'était notre choix. Nous avons assumé notre choix. Alors, toute la Guinée a voté non. Non à l'esclavage, non à la soumission, non à l'ignorance. Alors tout le monde était fier, tous les Guinéens. Il n'y a pas de mouvement contraire. C'est-à-dire, la Guinée était unie comme un seul homme. Nous avons tué nos divergences internes. Ceux qui n'étaient même pas PDG ont voté non. Le nom guinéen a eu des répercussions bien au-delà de ses frontières. Inspirés par cet acte de bravoure, plusieurs peuples africains ont à leur tour exigé l'indépendance à leur puissance coloniale. Nous sommes alors dans les années 1960, la décennie des indépendances. La Guinée devient un exemple à suivre. Le nom de la Guinée a suscité une prise de conscience dans les autres pays africains. Mais le seul pays indépendant en Afrique, en réalité, c'est la Guinée. Aujourd'hui, nous gérons notre économie, nous gérons notre monnaie. Nous avons notre propre monnaie. Ce qui est un signe de notre liberté vraie. Nos avoirs ne sont pas domiciliés au Trésor français. C'est ici à la Banque centrale. La Guinée, on avait combien d'avions? Tu pouvais faire le tour de la Guinée en une seule journée. Air Guinée était là. Il peut faire, le même jour, tu peux aller à Zérékouré, Labé, Mazanta, Sigiri, Farana, un peu partout, Kankan. Plus de 6 décennies plus tard, le nom reste pleinement assumé, tout comme la souveraineté nationale. Et l'âge entaché Condé, à l'instar de nombreux autres compagnons de l'indépendance, s'est dit fier d'avoir combattu aux côtés du président Ahmed Sékou Touré. Le président Sékou Touré était un homme juste. Je vous le jure devant Dieu et devant les hommes. Je l'assume. Nous sommes fiers de lui parce que depuis 40 ans, moi que tu interviews là, alors j'étais chargé des démarches pour récupérer les biens du président Sékou Touré par mes camarades et même par la famille Touré. Aujourd'hui, les Guinéens sont plus que jamais fiers de leur passé. À l'approche de la fête de l'indépendance, des voix s'élèvent pour raviver le patriotisme, valeur chère aux compagnons de 1958, considérés comme un moteur essentiel du développement économique, social et culturel.
Et dès après l'indépendance de la Guinée, l'apport des intellectuels a été déterminant pour la mise en place des fondements politiques, économiques, culturels et éducatifs des pays. Les cadres de la Guinée, avec le soutien des étrangers, se sont illustrés dans le domaine de l'éducation, notamment l'enseignement supérieur. Plusieurs intellectuels ont aussitôt apporté leur soutien à la Guinée pour combler le vide après le départ des Français, nous dit Aziz Baldé. Considérés comme un maillon essentiel dans l'accession de notre pays à l'indépendance, les intellectuels guinéens ont joué un rôle déterminant dans la construction de notre jeune nation. De la construction de l'État à la gouvernance, en passant par le développement de l'éducation et de la culture, les cadres guinéens, avec l'appui de grandes figures africaines et étrangères, ont élaboré une idéologie politique avec la création de plusieurs institutions éducatives. Les Français en partant, c'est quand même un gros vide. Il y a eu donc un apport massif. Et à un moment, après les années 68, la 69, quand l'université a ouvert et tout, il y a eu une coopération avec le bloc de l'Est. Donc l'Union soviétique, la Roumanie, la Pologne, la Bulgarie et tout ça. On a eu énormément de coopérants qui sont venus pour enseigner dans les lycées et les collèges et à l'université, pas au primaire. Mais ces professeurs-là qui étaient arrivés, évidemment, avaient d'excellents niveaux scientifiques, mais sur le point de vue de la langue, avaient des pas. Et donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, les Guinéens sont beaucoup plus scientifiques que littéraires. Les intellectuels guinéens ont contribué à des projets de développement au contexte de planification centralisée. Aujourd'hui à la retraite, Dr Gilbert Ifonou a servi la Guinée avec fierté et retient de notre pays l'image d'un symbole de résistance. Les grands intellectuels à travers le monde ont dit cette jeune indépendance, il faut qu'on la soutienne. Vous aviez des Sénégalais, des Ivoiriens, des Nigériens. Les intellectuels en Afrique n'ont pas lâché la Guinée. Particulièrement, vous avez le Togo qui a envoyé 19 instituteurs pour faire la relève dans les écoles. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un Togolais au CM2, CM1, CM2, c'est lui qui nous a préparés pour aller au CEP. Donc, c'est les circonstances de l'accession de la Guinée à l'indépendance qui ont motivé ces intellectuels à ne pas abandonner la Guinée à elle seule. La production littéraire, artistique et scientifique a été souvent utilisée pour promouvoir l'idéologie révolutionnaire, mais aussi pour défendre l'identité nationale. Puisque la Guinée n'avait pas de cadre de haut niveau, tout de suite, elle a pris l'initiative de construire l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser. À l'époque, on ne l'avait pas appelé Gamal Abdel Nasser, on avait dit IPC, Institut Polytechnique de Conakry. Les tout premiers sortants de cette université sont les cadres de haut niveau. Les intellectuels de par le monde sont venus au secours de la jeune République, comme pour dire, nous venons vous essuyer les larmes, ne vous en faites pas, nous allons vous accompagner. Parce que la plupart de ces cadres-là aussi avaient des difficultés avec les régimes de leur pays. À la fois, ils étaient des réfugiés en Guinée, mais en même temps, il y avait la prestation de ceux qui savaient faire. Malgré leur rôle crucial, l'action des intellectuels a été marquée par quelques difficultés, mais jamais entraîné un relâchement. Aujourd'hui, leur contribution à l'identité guinéenne reste fondamentale pour le développement socio-culturel de notre pays. Autre chose à présent, renforcement de capacité des délégués scolaires de l'enseignement élémentaire de Matoto. C'est une initiative de la direction communale de l'éducation. L'objectif est de corriger les lacunes de ces cadres au niveau déconcentré, mais également améliorer la qualité de l'enseignement au niveau de l'élémentaire. On en parle avec Moussa Bangoura. La formation des formateurs, une des priorités des responsables éducatifs à tous les niveaux. Ici à Matoto, délégués scolaires de l'enseignement élémentaire et leurs adjoints renforcent leurs capacités en préparation de la stratégie de suivi pédagogique des écoles. Les DSE sont des pièces
maîtresse. Donc si eux, ils sont formés, ils vont suivre les enseignants, ils vont suivre les directeurs, ils vont contrôler l'ensemble des activités qui se déroulent au sein des écoles. L'enjeu de ces travaux est d'améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage dans la municipalité de Matoto. Nous cherchons à booster leur niveau afin que cela se répercute chez les directeurs d'école et pour que ce processus continue jusqu'au niveau des salles de classe. Ce rendez-vous de consolidation des aptitudes intervient à quelques jours de la rentrée des classes. Ainsi, plusieurs thématiques ont été développées, notamment rôle et responsabilité des superviseurs pédagogiques et le suivi des enseignants. Former le personnel d'encadrement, c'est permettre à ces encadreurs pédagogiques de pouvoir organiser une certaine autorégulation au sein même de leur établissement. On les fait comprendre que le savoir, c'est du berceau au tombeau. Quelqu'un qui n'est pas bien formé ne peut pas bien rendre. Donc la formation, là, ça va me permettre de m'outiller davantage pour que je puisse encadrer davantage mes enseignants. La direction communale de l'éducation de Matoto pilote cette activité. En plus des délégués scolaires, d'autres sessions ont été aussi organisées à l'intention des directeurs d'école. Parlons aussi de la formation sur l'étude d'impact environnementaux et sociaux. L'initiative est du cabinet d'émergence légale Afrique en collaboration avec le Centre de recherche et d'expertise en environnement et en développement. Les échanges ont porté sur les méthodes d'évaluation des risques environnementaux et sociaux, l'identification des impacts critiques et les mécanismes de consultation. Les détails avec Saint-Martin Fascinanduno. En collaboration avec le Centre de recherche et d'expertise en environnement et en développement, le cabinet Émergence Légale Afrique, spécialisé en conseil juridique, en appui et en études dans les domaines des mines, de l'environnement et du développement durable, vient d'organiser des modules de formation en faveur de 40 participants sur l'étude d'impact environnemental et social conforme aux procédures de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement BAD. Puisque c'est le même bailleur qui octroie des fonds aux mêmes pays africains, donc c'est bien de les réunir et de parler de la procédure de ces mêmes bailleurs de fonds. Par exemple, les auditeurs de la Guinée peuvent à partir de maintenant postuler pour d'autres opportunités en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, dans d'autres pays, vice-versa. Nous sommes beaucoup plus appesantis sur la démarche d'élaboration d'une étude d'impact environnemental et social, les différents outils, les méthodes, étape par étape, pour qu'on s'assure au centre de leurs préoccupations la préservation aussi bien de l'environnement biophysique que humain. Ces échanges de 6 jours ont été une étape cruciale pour aligner les acteurs locaux, les consultants indépendants des secteurs des mines et de l'environnement. Cette formation nous a permis surtout de pouvoir acquérir des connaissances approfondies en matière de méthodologie, en matière de technique et voir les normes internationales. On est vraiment outillé en ce qui concerne l'élaboration des termes de référence, en ce qui concerne l'analyse de l'état initial de l'environnement, l'analyse du milieu récepteur d'un projet. Des spécialistes internationaux ont apporté par visioconférence des retours d'expérience, recommandations techniques et comparaisons pratiques entre les deux institutions financières afin de permettre à la quarantaine de participants de mesurer les enjeux prioritaires, notamment la protection de la biodiversité, les droits fonciers, la santé et la conformité aux exigences des bailleurs. Et puis Martin, dans le cadre de la célébration de la journée des grands seniors, communément appelée la journée des personnes âgées, une mission de la Direction nationale des personnes vulnérables était à l'intérieur du pays. Objectif, procéder à l'identification des personnes âgées ayant marqué leur temps. C'est à Kourou, centre dans la préfecture de Dalaba, que la délégation est allée à la rencontre de plusieurs seniors qui vivent de façon isolée dans leur village. Pour en savoir plus, suivez ce reportage de Mamadou Paté Baldé.
Ici, dans le district de Kourou, sous-préfecture du même nom, vivent depuis des décennies des seniors, communément appelés personnes âgées. Ils sont 5 à mener leur vie dans la tranquillité. J'ai fait le tour de la Guinée. J'ai fait le commerce avant de revenir ici, pratiquer les travaux champêtres. Le conseil que je donne à cette jeune génération, c'est la patience et l'endurance. Ne pas rester oisif, savoir se faire occuper pour être utile. À côté de ce doyen vivent aussi Hadja Aïkabia Djabi et deux sœurs, Mbalou Touré, dont la moins âgée à 85 ans. Malgré ce grand âge, la lucidité, le dynamisme de ces trésors vivants restent intacts. La centenaire Tcherno Diali Touré est encore apte à labourer avec la daba traditionnelle. L'agriculture est mon activité principale et celle de mon père. Mon âge se chiffre à 102 ans. Je continue toujours à cultiver petit à petit parce que je ressens parfois des douleurs lombaires qui m'empêchent de travailler. Le gouvernement guinéen attache de prix aux personnes âgées pour leur permettre d'être valorisées et de bénéficier de tous les soins. C'est des personnes à entretenir parce que c'est des bibliothèques. Donc les autres personnes doivent s'approcher de ces seniors pour connaître l'histoire de notre pays. C'est une palme qu'on doit leur décerner et les distinguer, cela relève de notre choix, de notre ambition d'être fidèles aux idéaux du CNRD. Ce dont elles souffrent le plus, c'est moins des questions de santé que des questions liées à l'isolement. Pour distinguer les octogénaires, nonagénaires et les centenaires, la Direction nationale des personnes vulnérables a offert des médailles à ces vieilles personnes qui ont marqué leur temps à Kourou. Troisième titre de cette édition, hors du continent, les fidèles chrétiens évangéliques de Guinée poursuivent leur pèlerinage en Terre Sainte. Après Jérusalem, ils posent leur pas sur deux lieux emblématiques de la Bible. Bethléem, le berceau de Jésus-Christ, et le site archéologique du palais du roi Ézéchias. David Yombuno est notre envoyé spécial à Jérusalem. Voici son compte rendu. À Bethléem, en territoire palestinien, les pèlerins guinéens se sont recueillis dans une église évangélique victime aujourd'hui des persécutions. Cette église a vibré de prières et des chants venus de la Guinée et d'autres pays du monde entier. J'étais dans la joie. J'ai ressenti vraiment que j'étais dans la joie. Vraiment que là où Jésus est né, mon sauveur est né, j'ai mis les pieds là-bas. J'ai eu vraiment une grande émotion de me voir dans la ville où Jésus est né. Et c'était pour moi un privilège. Notre souhait est que la paix soit dans toute l'étendue de la Guinée et que la population guinéenne soit en paix. Après Bethléem, direction un autre site chargé d'histoire biblique. Le palais du roi Ézéchias, figure marquante de l'Ancien Testament. Sur les ruines du palais du roi Ézéchias, les pèlerins guinéens découvrent un pan de l'histoire des royaumes bibliques. Je lis souvent l'histoire dans la Bible. Je ne suis pas dans la Bible, c'est fait, et pétré sur ce sol. Et je suis fortifié dans la foi. Ce site nous rappelle certains faits de Ézéchias, du roi Ézéchias. Surtout, il était gravement malade et Dieu a envoyé un prophète, le prophète Ésaïe, pour dire à Ézéchias, mets ta maison en ordre parce que la maladie là, tu ne vas plus survivre, tu vas mourir. Quand il a entendu ça, la Bible dit qu'il a prié très fort. Pendant que le prophète sortait hors de la cour, Dieu lui a dit de revenir, dire au roi, j'ai entendu ta prière, alors tu ne vas pas mourir. Pour nombre d'entre eux, marcher sur ces vestiges, c'est raviver leur engagement spirituel et renouer avec les origines même de leur croyance. De Bethléem au palais du roi Ézéchias, les fidèles guinéens inscrivent leur pèlerinage dans la mémoire des lieux saints.
Retour en Guinée pour parler du sport. Fin du tournoi inter-district de Sigiri, doté du trophée Mamadi Confiance Camara. La plateforme d'émulation a regroupé toutes les couches sociales autour du football pour cultiver le vivre ensemble. Une belle initiative fédératrice pour que règne la cohésion dans la ville des mines. N'est-ce pas, Diamokaba? On t'écoute. À Sigiri, la promotion du vivre ensemble est au cœur de toutes les aspirations. Le combat de certains promoteurs de l'unité nationale marque encore les esprits. Parmi eux, Mamadi Confiance Camara. Ici, au stade municipal Ibrahima Permis Magasuba, l'homme reçoit tous les honneurs à travers cette bonne humeur collective autour du football. Cette autre édition porte son nom pour son attachement à la paix. Je suis très content et nous avons fait ça pour que la jeunesse de Sigiri puisse se donner des mains et évoluer ensemble. Je suis très content parce que j'ai vu des bons actes du côté de la jeunesse de Sigiri. Chaque année, le nombre de personnes ne fait que s'augmenter. C'est le grand jour pour brandir le trophée Mamadi Confiance Camara, un mécène des sports à la base. La grande finale a opposé le FC Sadala de Tigibri en rouge au FC Diamant en bleu. Après plusieurs tentatives, Sadala de Tigibri a pris le dessus. Score final 2-1. La place que j'occupe aujourd'hui, ce n'est pas autre chose. C'est de réunir les fils et filles de Sigiri. Personne n'a été remplacé et personne n'a été enlevé. Nous sommes tous là pour le bien-être de Sigiri. Sigiri Manding Djigi se manifeste aujourd'hui. Vraiment, je suis très content. Au nom de M. le Président de la République, donner plus de 1000 sacs de riz et 400 bidons d'huile, vraiment, je suis très content. Du football, l'humanitaire s'impose pour essuyer les larmes. Derrière cette assistance, le mouvement unificateur Sigiri Manding Djigi. Le geste est composé de 1000 sacs de riz, 400 bidons d'huile et 5 tonnes de ciment pour aider les sinistrés à stabiliser leur quotidien. Et voilà, ce sport doté du trophée Mamadi Confiance Camara met fin à cette édition d'information. Elle a été réalisée pour vous par Noumousso Diakité sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve à 17h, Inch'Allah, pour d'autres infos. Excellente suite de programme à vous et bonsoir chez vous.